Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Notre prochaine invitée est chirurgienne cardiaque au CHUM, professeure adjointe de clinique au département de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, cofondatrice de CardioF, le premier centre intégré de santé cardiovasculaire de la femme au Québec. Pas mal impressionnant. Et porte-parole de Cœur et AVC. J'ai le bonheur d'accueillir Dr. Jessica Forcillo. Bienvenue. Bonjour, Mme Huot. Bonjour, bonjour. Je vois une statistique ici qui m'inquiète. Au pays, une femme décède des suites de maladies cardiovasculaires toutes les 16 minutes. Est-ce que j'ai envie de vous poser la question, Dr. Forcillo, est-ce que les femmes sont plus touchées ou moins touchées par les maladies cardiovasculaires que les hommes? En fait, c'est effectivement une statistique qui est très inquiétante, d'où le fait et la nécessité d'avoir un centre qui offre des soins en français en santé cardiovasculaire de la femme au Québec, au CHUM, à CardioF. À travers les 30 dernières années, on a vu une diminution de l'incidence des maladies cardiovasculaires, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Mais la courbe des femmes, elle est toujours restée plus haute que celle des hommes. Donc, il y a eu une diminution, mais les femmes continuent de décéder 2 fois plus suite à un événement cardiovasculaire versus un homme. Comment qu'on explique ça? Parce que, bon, diminution de l'incidence, j'ose espérer qu'on a amélioré nos habitudes alimentaires, qu'on bouge peut-être un peu plus. Il y a moins de tabagisme au sein de la population québécoise, donc les facteurs de risque sont peut-être plus en contrôle. Donc, comment on explique ça? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation par rapport aux facteurs de risque, mais encore, il y a des lacunes en termes de sensibilisation, reconnaissance, diagnostic, soins par rapport à la santé cardiovasculaire des femmes, puis on pourra en parler un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, par contre, c'est malgré que les facteurs de risque qui sont encore présents, comme la haute pression, tu sais, on penserait que, tu sais, il y a beaucoup les antécédents familiaux, la génétique, mais il y a d'autres facteurs de risque qui sont modifiables, qui sont très importants, soit l'hypertension, le diabète, le tabagisme ou la sédentarité. Mais malgré une diminution de ceux-ci, lorsque ceux-ci sont encore présents, ils affectent plus les femmes que les hommes. Donc, une femme hypertendue va avoir plus de résultats néfastes ou de risques par rapport à une maladie cardiovasculaire qu'un homme hypertendu. La femme semble particulièrement fragile aux AVC. Est-ce que je me trompe? En fait, le plus grand facteur de risque de l'AVC, je suis chirurgienne cardiaque, je m'avancerai pas par rapport au volet neurologique, mais le plus grand facteur de risque, c'est l'hypertension. Mais il y a d'autres facteurs de risque qui sont typiques aux femmes, comme par exemple la prise d'hormones. D'hormones qui font en sorte qu'ils potentialisent un petit peu ces risques-là. Donc, les femmes sont plus sensibles de par des facteurs de risque aussi qui leur sont propres. Oui. Tout à fait. Les variations hormonales, par exemple, à la ménopause, est-ce qu'on est mieux de traiter par une hormonothérapie bioidentique, par exemple, ou de laisser la chute d'estrogène? Parce que l'estrogène semble protecteur là, par rapport aux maladies cardiaques. C'est ça. On voit une augmentation justement de la survenue des maladies cardiovasculaires à la ménopause, tel que mentionné par la chute des estrogènes. Il y a des patientes ménopausées qui sont très symptomatiques. Je ne m'avancerai pas sur toute la littérature par rapport à l'hormonothérapie, mais utiliser de façon judicieuse, l'hormonothérapie est sécuritaire. En fait, on ne peut pas laisser des femmes avec des symptômes. Il faut les traiter, mais il faut que ça soit prescrit de façon adéquate. Puis il faut aussi surveiller ces autres facteurs de risque pour être sûr qu'il n'y a pas de potentialisation pour des effets qui sont plus adverses là, par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi par rapport je m'excuse. Non, allez-y, je vous écoute, d'accord. Par rapport aux hormones, ce qu'on a vu à la longue, c'est qu'il y avait une augmentation après la ménopause, mais ce qui est alarmant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation des maladies cardiovasculaires chez les femmes entre 45 et 55 ans, ce qu'on ne voyait pas avant. Puis ça aussi, ça peut être dû justement à la prise d'hormones. Puis il faut mieux comprendre justement des femmes qui prennent des hormones pour des traitements de fertilité ou autres. Pourquoi cette augmentation-là, puis de mieux être capable de comprendre et de suivre ces femmes-là également. Absolument. Les symptômes d'une crise cardiaque là, passent inaperçus chez la moitié des femmes. Ça, en tant que femme, moi, dans la cinquantaine, ça m'inquiète. Je dis, c'est quoi les signes là, si je fais une crise cardiaque?
on a l'impression que ça va irradier dans le bras gauche, mais ça semble pas toujours le cas. Exact. C'est pas souvent la présentation hollywoodienne là, qui est souvent représentée dans les films. Puis souvent, on voit des hommes qui se tiennent le torse et là, après, ça s'en va dans leur gorge, dans leur bras gauche. Pour ce qui est des femmes, on pense que les douleurs sont les mêmes, mais c'est l'expression de la douleur qui va être différente, qui sorte que le diagnostic peut passer inaperçu ou être fait plus tardivement. Donc, les femmes vont se plaindre d'une douleur qui est pas nécessairement dans la poitrine, une douleur abdominale, une douleur qui est plus au niveau du dos. Elles vont mettre ça sur le compte de quelque chose d'autre. Il peut y avoir de la fatigue qui est accompagnée de ça. Donc, tu sais, elles vont dire elles travaillent trop, donc cette fatigue-là, elle peut être normale. Puis souvent, il y a des symptômes accompagnateurs qui peuvent être confondants, comme des étourdissements, bouffées de chaleur, de la nausée. Certains symptômes même sont aussi associés à la ménopause. Donc, elles vont se présenter à l'urgence puis on ne saura pas nécessairement qu'elles sont en train de faire un infarctus. Ouais, ça, c'est vraiment inquiétant. Donc, si on a des douleurs, bas du dos, un petit peu abdominal, on se présente quand même à l'urgence? Il faut voir un petit peu, tu sais, il faut s'écouter. Tu sais, ça, c'est écouter la petite voix intérieure tu sais, il y a quelque chose qui vient. C'est mieux certainement de se présenter pour quelque chose qui est pas grave versus, tu sais, attendre. Mais je pense que un événement une seule fois, non. Mais si c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient en sorte, là, tu sais, qu'on a de la difficulté à fonctionner, c'est sûr qu'il faut aller consulter. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une maladie cardiaque sans avoir les artères obstruées? Absolument. La physiopathologie de l'infarctus est différente chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est pas le bouchon de cholestérol qui va bloquer une artère. Il peut y avoir d'autres mécanismes, comme des déchirures des vaisseaux. Ça peut être aussi des maladies des petits vaisseaux qui sont pas visibles dans des tests invasifs habituels qu'on fait pour diagnostiquer un infarctus. Puis, il peut aussi avoir des cardiomyopathies de stress, là, tu sais, des infarctus qui sont causés par le stress, qui ont une forme particulière. Là, quand on regarde l'échocardiographie, le ventricule se comporte d'une certaine façon, ce qui fait en sorte que ces femmes-là peuvent faire des infarctus, mais lorsqu'on les envoie au test standard pour diagnostiquer, bien, les artères sont toutes belles, puis on voit les marqueurs biochimiques dans le sang, mais on finit par traiter ces femmes-là de la même façon que les hommes. Mais est-ce que c'est la bonne façon de faire puisque le mécanisme est différent? Bien, ça, encore, on ne le sait pas, là. Et ça, on ne peut pas prévenir parce que justement, si les artères sont belles, si on ne voit pas d'autres problèmes des valves ou autres, on dit que tu es en parfaite santé, alors que la femme qui vit un stress chronique, puis souvent la ménopause, c'est ça, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Donc, c'est une période où elle serait particulièrement à risque, là. Exactement. Aussi, la grossesse, c'est la première vraie épreuve d'effort. Donc, il y a des infarctus qui peuvent survenir durant ce temps-là. La déchirure des artères aussi peut être plus susceptible d'arriver durant une période de la grossesse. Donc, il faut être à l'affût de ça, puis il faut savoir mieux comprendre ces maladies-là qui sont principalement plus typiques aux femmes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fondé un centre? Moi, je trouve ça vraiment novateur, hein? Le centre CardioF qui est affilié au CHUM. C'est quoi la mission de ce centre-là? En fait, on veut être un centre référent en santé cardiovasculaire des femmes. On prend pas en charge les femmes, mais on donne des avis par rapport à une surspécialisation de la cardiologie, qui est la cardiologie spécifique aux femmes. Ma collègue Christine Pacheco est la première cardiologue québécoise à avoir été formée dans cette discipline-là. Donc, on est cofondatrice et ce centre-là se veut là, un centre intégré, multidisciplinaire. On a des kinésios, des nutritionnistes, une psychologue. Il y a d'autres professionnels de la santé. On est multidisciplinaire au CHUM avec l'endocrinologie, la gynéco, la médecine interne. Donc, en fait, c'est vraiment de mieux comprendre la maladie. Il y a un volet clinique pour tout ce qui est ces maladies-là qui sont plus rares. Donc, on a des moyens justement de prendre en charge et de soulager certains symptômes reliés à ceux-ci et de prévenir les événements. Et on suit aussi ces femmes-là dans un volet de recherche parce qu'il faut vraiment mieux comprendre. Donc, on essaie d'intégrer des approches innovatrices pour vraiment mieux comprendre la maladie et suivre ces femmes et de prévenir ultimement des événements. Oui, on parle de prévention primaire et secondaire, hein? Donc,
prévenir une première Exactement. maladie cardiovasculaire. Puis je pense qu'en prévention secondaire, les femmes sont plus touchées. Hein? Il y a plus un risque d'avoir un deuxième événement chez la femme que l'homme. C'est ça. En fait, exactement. Donc, il faut mieux comprendre quel était le facteur de risque initial, puis justement comment changer les habitudes de vie, mieux contrôler la maladie par la suite pour justement éviter que ces femmes-là refassent un événement. Puis aussi par rapport à ce que vous avez dit, la prévention primaire, on sous-estime vraiment la correction des facteurs de risque là, parce que ça peut éviter 80% des cas, les événements. Donc, c'est important aussi de se pencher sur la prévention primaire. L'autre volet que je voulais amener par rapport à CardioF aussi, c'est qu'on essaie de créer des programmes communautaires, par exemple, pour les femmes qui ont eu des complications de la grossesse, comme la prééclampsie, l'hypertension de la grossesse ou le diabète gestationnel, qui ultimement si on a fait ça durant la grossesse, on peut avoir 4 fois plus de chances d'en refaire un petit peu plus tard dans la vie et 2 fois plus de chances par la suite de faire un événement cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment important aussi de suivre ces femmes-là qui ont fait des événements durant la grossesse. Donc, avec la pharmacie communautaire, on recrute des patientes avec des cliniques virtuelles avec des infirmières au CHUM pour mieux suivre et comprendre lorsqu'une femme développe ce facteur de risque. Il y a des vidéos aussi. J'ai vu qu'il y avait des vidéos informatives, éducatives avec vous, votre collègue nutritionniste, justement, pour parler de prévention, de saines habitudes de vie. Puis comme vous dites, si on peut prévenir 80% des maladies cardiovasculaires, ça vaut pour la femme et pour l'homme en modifiant des facteurs qu'on peut modifier comme l'alimentation, le tabagisme, la sédentarité. Puis on dirait que la gestion de stress, on est moins bon là-dedans. Hein? On a une excellente psychologue là qui donne des trucs là, par rapport à ça à nos patientes. Puis je pense que c'est vraiment important. Là, on sous-estime ce que le stress peut faire, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à travailler. Puis, mais c'est pas facile. Là. C'est vraiment à nous d'outiller les gens le plus possible. Ça fait que c'est quelque chose qui nous passionne aussi de faire cette sensibilisation là. Puis je pense que c'est important de la faire. Là, c'est pas juste des médicaments, de la médecine. Tu sais, il y a tout ce qui est autour aussi qui peut aider, là. Oui, absolument. Parlez-moi de votre spécialisation parce que vous avez une spécialisation en thérapie transcathéter. J'ai jamais entendu ça. Première chirurgienne cardiaque canadienne formée. Qu'est-ce que c'est exactement ça? C'est une nouvelle forme de traitement? C'est en fait ça date là du début des années 2000. Puis on a introduit ça là au Québec vers 2009. C'était principalement les cardiologues d'intervention qui effectuaient ce genre de procédure-là, mais avec justement la modernisation de la médecine, de la spécialité, des sciences cardiovasculaires, les chirurgiens cardiaques, il faut qu'on soit de plus en plus impliqués dans les thérapies transcathétaires. Donc, à la place d'avoir une chirurgie à cœur ouvert, pour changer la valve, on arrête le cœur, on s'en va changer la valve, ce qui se fait encore beaucoup là. On peut utiliser des cathéters, on passe soit par les vaisseaux au niveau des aines, les artères fémorales, ou ça peut être par la carotide, l'artère sous-clavière, d'autres artères périphériques, pour aller larguer une valve de façon minimalement invasive. Au niveau on s'en va dans la valve native et on gonfle une nouvelle valve en place qui se met à fonctionner instantanément. Hey, ça, donc, c'est un progrès exceptionnel, Jessica, parce que là, le temps de récupération est beaucoup plus court, j'imagine, là. La majorité des patients vont partir le lendemain. Puis ça nous a permis aussi de traiter une plus grande population de patients. Tu sais, de vieillir en santé avec une bonne qualité de vie, c'est important. Donc, c'est des patients qui ne nous étaient pas référés initialement, qui étaient plus à risque, plus de facteurs de risque, plus de comorbidité, plus âgés, mais que maintenant, on peut traiter là, pour vraiment faire en sorte qu'ils puissent rester à la maison puis avoir une belle qualité de vie. Donc, c'est une belle technologie. Puis, on est un centre spécialisé également dans ces thérapies-là. Alors, c'est vraiment agréable justement de voir ce à quoi on a accès et tout qu'est-ce qu'on peut offrir justement à nos patients. Ah, vous êtes incroyable. Même, je pense que vous étudiez au doctorat. C'est super femme. Bravo. Beaucoup d'admiration pour des femmes.
Ah, vous avez terminé votre doctorat, mon Dieu, c'est extraordinaire, hein? Chirurgienne cardiaque qui étudie à l'étranger, qui a fait un doctorat par-dessus. C'est assez impressionnant. Donc, c'est Dr. Jessica Forcilio. Et c'est un plaisir de vous accueillir à Cube. Merci pour le partage de toutes vos connaissances. Et puis, j'invite les gens à aller voir CardioF. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis allée visiter sur Internet, puis il y a les capsules vidéo. Et je rappelle que vous êtes porte-parole de Cœur et AVC. Merci infiniment, Dr. Forcilio. Merci. Merci de l'invitation. Merci.